Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci à Virginie Jalot pour cet échange passionnant autour de l'écriture et du développement et aux intervenants. Maintenant, on va aborder la phase juste après qui intervient dans la construction d'un long métrage d'animation, qui est celle de la production et plus spécifiquement du financement du cinéma d'animation. Et donc pour cela, merci à nos intervenants d'être là. Lionel Bertinet, directeur du cinéma du CNC. Mathilde Caillol, chef du service audiovisuel et cinéma de la région Sud. Vladimir Koch, qui est directeur général de KMBO. Cécile Négrier, directrice du cinéma de France 3 Cinéma. Marc Dupont-Avis, directeur général, producteur et président directeur général de Xilam, et Emmanuel Rénal, producteur et fondateur de Miou Productions. On l'a vu tout à l'heure avec les chiffres de Cécile Lacou, le financement d'un long métrage d'animation revêt quelques particularités, des spécificités qu'on avait envie d'aborder ce matin, et également au regard aussi de l'évolution du contexte ces dernières années. On voulait introduire cette table ronde en rappelant quelques éléments qui ont déjà été dits ce matin, mais voilà, qui nous semblaient importants d'avoir en tête pour commencer nos discussions. Tout d'abord, une production qui est dynamique pour le cinéma d'animation. On a depuis 2019, on a dépassé les 10 visas, les 10 agréments par an pour des longs métrages d'animation, mais toujours avec des coûts très élevés, 2,4 fois plus importants que pour la prise de vue réelle en moyenne. Des productions qui sont risquées. C'est 63% environ des films d'initiative française d'animation qui ont un coût définitif qui est supérieur à leur devis initial. Et puis, sur le financement, plus spécifiquement, un recours qui est récurrent à la coproduction internationale. On verra les conséquences. C'est dans 70% des cas environ. Les producteurs sont aussi très en risque, puisque le producteur français, c'est la première source de financement d'un long métrage d'animation quand on exclut les minimums garantis. Et puis, on a des apports diffuseurs qui sont moins importants. On l'a dit tout à l'heure, voilà, c'est environ 3 fois moins d'apports diffuseurs, 12% contre 32% pour la prise de vue réelle en moyenne. Et puis, un peu moins d'aide publique, 21% pour le long métrage d'animation contre 25% pour la prise de vue réelle. Alors, merci beaucoup Céline. Ce qu'on va essayer d'éclairer à travers cette table ronde, c'est le grand paradoxe dont on parle depuis ce matin, c'est-à-dire qu'il y a une richesse incroyable du cinéma d'animation et en réalité une très grande fragilité de son financement. Et on vous propose en fait de scinder cette table ronde en 2 parties, parce qu'elle est très longue, vous avez vu que c'est la plus longue de toute la journée. Une première partie où les intervenants vont être sollicités pour expliquer leur point de vue sur l'état des lieux du secteur, et une seconde partie, et là on va essayer d'être un peu Madame Irma, les solutions pour encourager le secteur. On n'arrivera pas, et je voulais le préciser, à répondre à toutes les problématiques du financement à travers une table ronde de 1h45, vous l'imaginez bien, et on vous en parlera tout à l'heure. Évidemment, on a l'impression que cette table ronde donnera une impulsion pour d'autres échanges dans les prochains mois sur ces enjeux qui, de notre point de vue, nous semblent clés pour le cinéma d'animation, mais aussi pour l'audiovisuel, et je remercie Olivier Enrard d'en avoir parlé au cours de son introduction. Alors, on a envie, dans cette première partie d'à peu près 45 minutes, de se poser des questions un peu clés. Comment financer un long métrage d'animation dans le contexte actuel ? On a parlé du contexte tendu ce matin. Quelles sont les spécificités de chacune des typologies d'œuvres ? Je crois que vous avez bien compris que derrière chaque œuvre, il y a de grandes disparités de financement qui se cachent. On aimerait en parler avec vous tous. Quelles sont les grandes contraintes liées à ces différentes typologies ? Quels sont les risques attenants que prennent les différents financeurs ? Les contributeurs à la fabrication des films, et comment sortir du piège du sous-financement chronique. Alors pour démarrer, on va donner la parole aux producteurs. Alors on a un producteur du SPI et un producteur d'Anime France qui représentent Emmanuel Alain et Marc à eux deux angles du spectre de la fabrication des films d'animation. On a vraiment souhaité à travers, et merci encore à vous deux d'être là ce matin, essayer d'illustrer la grande richesse en fait du cinéma d'animation.
Et donc je vais m'adresser à Marc pour démarrer. Et ce qui nous intéresse, c'est en fait du point de vue de votre expérience, du point de vue de vos line-up, des films que vous avez produits. En fait, quel est, si on regarde dans le rétroviseur, votre point de vue sur la situation actuelle, et évidemment les grandes évolutions qu'a connues le secteur ces derniers temps. Merci Amanda. Je fais du cinéma d'animation depuis assez longtemps pour être à un poste d'observation qui me permet de commencer de réfléchir un petit peu sur ce qui change. Et moi, je voudrais commencer par une considération plutôt positive que je trouve encourageante, parce qu'on parle de crise du cinéma d'animation, mais je trouve que le terme est très très mal employé. On va en parler de 2 minutes. Il y a des difficultés, des problèmes de financement surtout. Il y a une vraie crise du financement du cinéma d'animation. C'est pas une crise de l'animation. Au contraire, on est sur un marché qui a spectaculairement évolué ces dernières années. Il y avait un chiffre ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, qui est quand même stupéfiant. C'est le pourcentage d'entrée dans le monde des films d'animation. Ça pèse aujourd'hui 27% des entrées dans le monde. Un peu moins en France, c'est 20% des entrées en salle en raison de la dynamique très particulière de la part de marché de la prise de vue réelle en France. Mais 27% à l'échelle mondiale du cinéma d'animation, c'est colossal. L'autre motif de se réjouir, évidemment, c'est la diversité, le plus grand nombre de films d'animation. Il y a encore 10-15 ans, péniblement, la France sortait 3-4 films d'initiative française par an. Là, on est beaucoup plus agressif que ça. Mais le cinéma ne s'exploite pas que au cinéma. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment il fonctionne sur les autres supports d'exploitation. Je ne crois pas me tromper. Je pense que dans une récente étude en 2024 sur le succès des films d'animation sur Netflix placé, il y avait, je crois, l'animation 8 des 10 premières places des films, tous genres confondus, qui étaient occupés par des films d'animation. Et le succès des films d'animation sur les plateformes est absolument colossal. Donc ça, c'est un motif très important. Donc encore une fois, en termes de marché, il se passe des choses extraordinairement importantes en termes d'animation. L'autre motif de satisfaction que je voudrais relever, il y a encore une quinzaine d'années, c'était très compliqué de trouver un distributeur, notamment parmi les distributeurs indépendants. Dès que vous aviez un Astérix, un Lucky Luke, vous trouviez facilement un groupe qui s'intéressait à votre film, mais quand vous étiez sur un film d'auteur, à part GBK et un ou deux autres, il n'y avait pas grand monde pour s'intéresser au cinéma d'animation. Moi, je suis absolument frappé ces 3 dernières années de voir au Cartoon Movie la quasi-totalité des distributeurs indépendants de films qui sont présents au Cartoon Movie, qui cherchent des films d'animation, qui veulent distribuer des films d'animation. Alors, on fait pas des succès de millions d'entrées sur tous nos films, très très loin de là, mais les distributeurs, ils ont aussi bien compris que statistiquement, le film d'animation fait des chiffres qui ne sont pas inintéressants par rapport à la masse des films en prise de vue réelle. Et comme on le sait, c'est un marché qui est devenu hyper binaire, hein, où les chutes sont très très violentes. L'animation présente aussi cet avantage-là. Donc, c'est très encourageant pour nous, producteurs, et pour les auteurs, de voir cet appétit, cette envie de la distribution indépendante vis-à-vis du cinéma d'animation. C'est vrai également des agents de vente internationaux. Hein. On n'a jamais vu autant de spécialistes de la vente de programmes à l'international s'intéresser aux films d'animation. Il y a beaucoup d'appétit là-dessus. Là encore, c'est lié évidemment aux performances, on l'a vu dans les statistiques, du cinéma d'animation français dans le monde. On va se réjouir un tout petit peu du côté des diffuseurs, parce que quand même, il y a eu quelques événements depuis 2 ans, même si Canal a un petit peu ralenti, mais France Télévisions maintenant s'engage quand même sur 5 films par an, ce qui est quand même une avancée assez considérable par rapport à ces dernières années. Et puis, l'apparition de nouvelles obligations d'autres diffuseurs, puisque Disney+, maintenant, rentre en première fenêtre. Crunchyroll est devenu un partenaire, je crois qu'il s'engage sur 2 films par an, à peu près, quelque chose comme ça. Et puis on espère qu'avec de nouvelles négociations, on s'élargira le périmètre des plateformes et des obligations. Donc vous voyez, il y a quand même des motifs de réjouissance, même si évidemment, donc le sujet vraiment aujourd'hui, c'est pourquoi l'animation cartonne dans le monde et pourquoi nous,
Français qui avons l'industrie, les talents, le savoir-faire, on n'en profite pas plus que ça. C'est ça le sujet. Et alors, dans les autres motifs donc, que je veux saluer, il y a quand même le rôle du CNC qui a évolué quand même depuis quelques années, qui a démarré effectivement notamment avec le plan animation de 2019, avec le fléchage de l'ATA principalement sur du long métrage d'animation, l'augmentation du budget disponible aux aides aux techniques d'animation, l'avance sur recette. Il y a quand même une vraie évolution du côté de l'avance sur recette. Je crois qu'il y a maintenant un taux de réussite des films d'animation à l'avance sur recette qui est incomparable par rapport à ce qu'il a été dans le passé. Je ne dis pas qu'on est arrivé à ce qu'on doit arriver avec le cinéma d'animation, mais je pense que c'est vraiment important. Alors, et dernier motif, mais je pense que Emmanuel en dira plus, dont il faut se réjouir, c'est la diversité de nos œuvres, en nombre, en genre, en technique, en innovation, en budget, en cible, adultes, famille, etc. On fait vraiment des choses incroyablement différentes. Et donc, je pense qu'il y a un public pour tout ça. Alors ça, c'est le versant positif. Le versant plus négatif et qui est un peu difficile à vivre, c'est la disproportion entre la contribution de l'animation au cinéma et la place que le cinéma français veut laisser à l'animation. C'est un vrai sujet fondamental, celui-là. Quand vous avez 27% des entrées dans le monde qui viennent du cinéma d'animation et 20% en France, c'est-à-dire en substance, vu les faibles montants investis dans l'animation en France, dans le cinéma, on est quand même dans cette situation délirante où c'est le cinéma d'animation qui finance la prise de vue réelle. Mais c'est réellement ça qui se passe. Et je trouve qu'à un moment, il faut dire stop. C'est pas acceptable. Alors certes, ce sont beaucoup de films américains, mais pour faire des films français et gagner des parts de marché, il faut qu'on ait du financement. Donc il faut que tout ce financement, toutes ces ressources qui viennent du cinéma d'animation, que ce soit en salle, que ce soit de Netflix, que ce soit des chaînes de télévision, de l'ensemble du système, il faut qu'une partie substantielle de cet argent vienne s'investir dans le cinéma d'animation français. Et je vais vous donner un exemple qui est terriblement illustratif et représentatif de cette attitude de la prise de vue réelle. Il y a 1 an et demi, France Télévisions négocie avec l'UPC son nouvel accord sur l'investissement dans le cinéma, très bel accord, négocié par les syndicats de cinéma avec France Télé, qui élargit le spectre à la fois des droits cédés et aussi de l'investissement, qui fait un véritable effort de France Télévisions sur l'investissement. France Télévisions prend l'initiative de dire, bon, moi je veux faire des films d'animation, donc je veux faire 5 films d'animation par an. Magnifique, jusque-là tout va bien. Et là, hallucinant, j'ai jamais, mais franchement dans l'histoire, ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'avais encore jamais vu ça, l'UPC, qui est un syndicat de producteurs du cinéma, il n'y a pas écrit syndicat de producteurs de prise de vue réelle, l'UPC impose un plafond d'argent investi à France Télévisions. C'est-à-dire, dans cet accord, il y a écrit que France Télévisions ne peut pas investir plus de 2,5 millions d'euros dans le cinéma d'animation. 5 films, 2,5 millions. C'est-à-dire que le point de vue de la prise de vue réelle, c'est qu'en moyenne, France Télévisions n'a pas le droit d'investir plus de 500 000 euros par film d'animation, quand on sait le coût moyen de film. C'est quand même extraordinairement choquant. Et je n'ai encore jamais vu une situation où un syndicat de producteurs fixe un plafond et non pas un plancher. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on a le SPI. Et le SPI aime l'animation. Et ils aiment le cinéma, autant que l'audiovisuel. Et alors, Emmanuel Alain, est-ce que tu veux éventuellement rebondir là-dessus ? C'est pas un cadeau, hein. Mais je suis sûre que tu vas nous montrer tout ton talent pour rebondir. Voilà, ça c'était pas prévu. Je savais que tu allais en parler, mais pas que. Oui, non, mais ça a été des négociations. Après, on était ensemble, SPI Animation et Anime France pour l'animation, et nous avec nos collègues du SPI de long métrage sur la partie des négociations. Et effectivement, on a réussi à l'arracher
à obtenir ça, avec l'aide de France Télévisions, et avec certes une aberration pour l'instant. Je partage tout à fait l'avis de Marc, mais pour être positif, avec quand même 5 films d'animation sur 5 ans au lieu de 3 sur 3, puisque avant c'était le long métrage était négocié dans l'accord audiovisuel qui a une durée de 3 ans, et du coup là on profite d'une durée plus longue que celle de l'accord cinéma. Donc quand même avec une bonne nouvelle, mais je suis d'accord, c'est choquant ce plafond. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses revenir sur la diversité, enfin sur ton point de vue sur la diversité des films, et ce que Marc a essayé. Oui, alors j'ai fait, je n'attendais pas du tout cette question, donc j'ai fait ça, des bravo, des notes, franchement, mais on est fiers de toi. Du coup, sur effectivement le rétroviseur, j'essaie de regarder un petit peu. Donc moi, ça fait 15 ans que j'ai fondé Miou, 16 ans. Je suis parti de rien, donc avant de produire du long, il a fallu un long chemin. Aujourd'hui, on produit plusieurs œuvres différentes, mais en long métrage, on a produit ou coproduit 6 longs métrages. On a 3 longs métrages en production actuellement, et on a 6 longs métrages en financement ou en développement. Depuis 15 ans, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu une diversification déjà, effectivement, des budgets et donc des esthétiques et des narrations. Ça m'a pas mal choqué. Je me souviens que jeune producteur, j'entendais des productrices ou producteurs de long qui disaient « on peut pas faire un film d'animation à moins de 8 millions ». Aujourd'hui, on voit bien que ces films existent en tout cas. Et ils existent tellement que, pour en citer 3, avec des esthétiques différentes, si on prend Interdit aux chiens et aux Italiens, si on prend Flo pour la 3D, si on prend Linda pour la 2D, on voit bien qu'on est sur des budgets qui dépassent pas, alors je ne veux pas dire de bêtises, je sais plus si Flo c'est 3.5, c'est ça Ron ? C'est 3.5. Donc voilà, on dépasse pas 3.5, puisque je pense que Interdit aux chiens, c'est bien, tout le monde est là, donc on peut avoir toutes les... C'est 3.5... 3.7 et Linda c'est 2.6. Donc on voit bien qu'on arrive à faire quand même des films et que ces films peuvent trouver soit un public, soit une reconnaissance dans la presse ou dans les festivals. Donc ça c'est un vrai point. J'ai entendu, c'est une idée qui reste encore parce que récemment encore j'ai entendu pire que ça. J'ai entendu on peut pas faire un bon film d'animation à moins de 10 millions. Donc là on monte la barre, mais en tout cas ce que montre cette diversification des budgets, ça montre qu'on peut faire des films d'animation pour moins et donc du coup interroger les esthétiques et les narrations, c'est ça que je trouve intéressant et notamment dans une volonté qui est en adéquation avec notre exception culturelle de montrer une diversité de nos œuvres mais aussi ça montre une ingéniosité tant au niveau de nos créateurs ou créatrices que de nos producteurs et productrices pour détourner un petit peu, contourner ces problématiques de financement, c'est-à-dire en gros moi j'ai de plus en plus de cinéastes qui me voient en disant alors moi je veux que mon film se fasse donc je veux qu'il soit pas cher. Donc j'ai écrit et j'ai développé graphiquement un univers qui puisse se faire dans une telle économie. De temps en temps ils vont trop loin, donc on leur explique que ça peut être aussi compliqué de financer un long à 150 000 qu'à 10 millions, parce que là du coup on est trop loin du marché, personne n'y va. Mais en tout cas on sent que malgré tout, voilà, on a développé, nos créateurs et créatrices ont développé aussi des astuces pour essayer de baisser ces budgets et pour pouvoir proposer autre chose. Le nombre de films qui augmente, Marc en parlait, de plus en plus de mandataires sont intéressés par l'animation. Ce qui est aussi intéressant, ce qui m'a aussi interrogé, d'ailleurs on a Vladimir à cette table, donc c'est intéressant d'interroger là-dessus, c'est qu'il y a plus en plus aussi d'œuvres audiovisuelles qui se retrouvent au cinéma. Alors il y a à la fois celles qui font des programmes courts pour le jeune public, qui manquent donc du coup une envie, un besoin de salles de cinéma de pouvoir toucher ce public. Alors il y a certains, j'imagine que Arnaud Demain qui est dans la salle, parce que c'est un exemple, voilà il est là, il a créé un modèle autour de ça qui est exemplaire, qui a été difficile à monter, et je pense toujours difficile, mais qui est exemplaire pour pouvoir proposer et créer des œuvres spécifiquement pour ce public, mais on voit aussi de plus en plus de distributeurs ou de producteurs sortir des programmes parce que je pense, c'est mon analyse, je ne sais pas si Arnaud tu la partages, c'est tellement compliqué de faire de la création originale pour ce public et de la financer qu'on est obligé d'aller chercher des œuvres plus venant de l'audiovisuel, type série ou type spéciaux pour pouvoir toucher ce public. Et ce qui m'interroge aussi dans les évolutions, c'est que maintenant on parle beaucoup là des programmes pour le jeune public, mais on voit maintenant aussi des longs métrages
issus des financements audiovisuels qui arrivent sur les écrans. Alors on peut parler de Flea, Haut et Court, qui est un peu particulier puisque c'est un film qui est audiovisuel par sa coproduction, Vivement lundi, par sa coproduction française et le financement en France. Mais on peut parler aussi de Ma vie de château, qui sort là sur un remontage 1h30 par jour de fête. Et donc voilà, on voit de plus en plus. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de longs métrages, mais aussi d'œuvres qui ne sont pas issues du financement classique du cinéma qui arrivent dans les salles. Donc on sent quand même une envie, une appétence au niveau des mandataires et des exploitants de sortir ces films. Les cibles qui se diversifient, ça on l'a tous, très peu de films adultes et aujourd'hui de plus en plus avec des beaux succès comme J'ai perdu mon corps, Marx Express, Interdit aux chats italiens évidemment, mais enfin voilà, à mon goût, pas assez de films pour créer des véritables rendez-vous. Je sais pas si Vladimir, tu voudras te prononcer là-dessus, mais pour créer un véritable rendez-vous dans les salles. Et puis, dernier point, me semble-t-il, avant-dernier, je vais faire vite, la coproduction minoritaire, de plus en plus de coproductions minoritaires, on l'a vu avec les FIF et ceux qui sont en coproduction minoritaire. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça montre une ouverture, enfin déjà, là aussi, un besoin de financer autrement, mais aussi une ouverture de notre industrie à d'autres propositions. Ça va de grands succès cités multiplement, Flo qui est une minoritaire majeure, enfin qui est limite on va dire, à des projets qui viennent de plus loin encore, comme le Japon ou comme ailleurs. Et c'est intéressant parce que ça montre une ouverture de notre marché, mais aussi un besoin d'autres pays et d'autres industries fortes à venir profiter de notre système et de nos talents. Et moi, très rapidement sur le Japon, puisque j'en ai fait un peu une ligne importante dans la stratégie de la boîte, on sent qu'au Japon, très attachés au marché, ils ont besoin de financement extérieur pour pouvoir proposer des œuvres un peu différentes, et que d'ailleurs ils sont dans un système très vertueux parce que là de plus en plus, enfin ça fait 5 ans que je travaille avec le Japon, et il y a de plus en plus d'aides publiques qui commencent à se développer là-bas avec une vraie volonté en fait de diversifier le marché et de se dire ok, on a besoin de se confronter au monde, on a une animation qui marche très bien à l'international, on a besoin de se confronter au monde. Donc là aussi des vrais enjeux. Et la dernière chose, la perception de l'animation vis-à-vis de notre famille, nos professionnels, c'est extrêmement violent. Enfin, je pense que ça revient à différents endroits parce qu'on le vit de façon violente. On est entre nous là, donc on est tous d'accord. Moi, depuis que je produis, ça va j'ai pris des petits exemples. Sur La mort n'existe pas, dans une commission, je ne citerai pas la commission par respect pour nos institutions, j'ai eu un retour trop violent pour le jeune public. Et pour aller plus loin, quand on a fait la projection presse du film, j'avais des petites oreilles dans la salle, des membres de l'équipe, et il y a un journaliste qui s'est levé qui a dit oh là là, mais le jeune public, comment on va faire? Enfin, on va pas faire, surtout. Ou encore un producteur, on parlait de l'avance sur recette et qui me dit ah mais oui c'est vrai qu'à l'avance on peut déposer des films d'animation et des films normaux, et je me voyais là d'un coup producteur de films anormaux, ce qui était voilà, donc c'est drôle mais c'est aussi super violent parce qu'on le vit tous et toutes, à quel que soit notre poste en tant qu'auteur, autrice. On a eu toujours tous ces moments gênants dans des festivals de généralistes où quand on dit qu'on est prod ou réal d'anime, d'un coup on sent que l'interlocuteur regarde un peu à côté, enfin ah bon, en disant comment je vais sortir de ce moment. Mais heureusement que les choses évoluent, ces mêmes festivals s'ouvrent à l'animation grâce à des combats communs entre le SPI et Anime France. Et par exemple, je dis pas ça parce que j'étais à côté de Julien et qui m'a pris en otage, mais typiquement la quinzaine, moi il y a quelque chose que j'ai trouvé très fort, c'est la présence, Julien, ta présence au Cartoon Movie il y a 2 ans, qui était un signe fort de cette ouverture. Donc Julien Reich, qui est le directeur artistique ou général de la quinzaine des cinéastes, et merci d'avoir répondu présent à cette journée, ce qui montre ton intérêt grandissant pour l'animation. J'ai fini. Merci Emmanuel. C'était pas si long. Merci à vous deux. Maintenant, on voulait donner la parole à Vladimir pour la distribution. Le distributeur, le vendeur sont des partenaires essentiels du financement d'un long métrage d'animation. Vous intervenez très tôt. On aimerait t'entendre à la fois sur KMBO, sur l'histoire de KMBO avec l'animation. Quelles actions vous proposez, quelles initiatives vous avez prises ces dernières années. Et puis au-delà de ça, que tu nous expliques un peu comment le distributeur intervient, à quel moment, et quel est son travail en binôme avec le producteur. J'ai essayé de me souvenir de toutes les questions, mais je vais démarrer par KMBO. Donc KMBO existe depuis 2007.
Une petite boîte de distribution indépendante. Et effectivement, on a rapidement développé un label jeune public Little KMBO pour faire des petits programmes de courts-métrages et des spéciaux dont parlait Emmanuel Alain. Ça s'est bien développé, on est très contents. Voilà. Et effectivement, le temps passant, on s'est spécialisé dans l'animation. Tout d'abord jeune public, puis après famille. Effectivement, en démarrant, on n'avait pas du tout ni la notoriété ni les moyens d'aller sur du long métrage français. Où effectivement, bon, je vous apprendrai rien, mais il faut avoir montré patte blanche à certains niveaux pour pouvoir faire ça et surtout avoir les moyens financiers de le faire. Donc on a démarré comme ça, puis après on est passé par le cinéma étranger qui était plus accessible pour nous. Et 10-15 ans après, effectivement, on est arrivé sur l'animation de long métrage français. Nous, au niveau éditorial, effectivement, on a, alors ça aussi dans les petites phrases que tu notais, Emmanuel Alain, on en a eu pas mal, hein, parce qu'on fait aussi du live, des films d'auteur, etc. C'est KMBO, on comprend pas trop ce qu'ils font, leur ligne éditoriale, on sait pas trop, etc. Ils font de l'anime. Et puis 15 ans plus tard, presque tous les distributeurs veulent faire de l'animation. Donc ça me fait parfois sourire dans des commissions où on présentait notre programme et effectivement ça parlait pas à beaucoup de monde. Pour nous, l'animation c'est vraiment central. C'est des rendez-vous qui structurent, qui jalonnent notre année dans les sorties avec différentes temporalités, bien sûr la rentrée scolaire, Noël, le début de l'année, etc., etc. Je crois que cet après-midi, je suis dans une autre table ronde, si vous voulez vraiment prendre le temps. Parce qu'on t'aime beaucoup. Pardon ? On t'aime beaucoup. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Moi aussi. Si vous voulez que je développe plus sur la distribution, mais nous, en fait, donc on s'est développé et pour nous, très tôt, en fait, ça a été l'animation a été vraiment une partie prenante de notre choix éditorial. Alors, parfois on pose des questions sur combien de films par an, quel est le ratio, etc. En fait, j'ai pas vraiment de chiffres. Je veux pas dire que ça vient au fil de l'eau avec les projets qu'on a envie de prendre, etc. Mais alors bien sûr, je vais pas en prendre 50 la même année, puisqu'après on a des problèmes de distribution, bien sûr. Mais ça s'est structuré comme ça. Et ce qui a été assez marquant, en fait, c'est de créer des outils pour aller chercher du public. Voilà. C'est au-delà le temps passant, la distribution a énormément changé en 15 ans, même en 5 ans, les 5 dernières années. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, il y avait des programmes formidables, école et cinéma, collège, lycée, maternelle et cinéma, mais c'était à nous aussi. Alors, je crois qu'en proportion, si je dis pas de bêtises, c'est 15% des écoles et des enseignants qui participent à ces programmes. Donc on s'est dit il y a quand même un levier important pour aller chercher d'autres enseignants, leur faire connaître ces dispositifs, de donner accès, démocratiser cet accès, on va dire. Donc on est parti travailler là-dessus. On s'est créé pas mal d'outils. Alors c'est vrai aussi que dans la distribution, il y a vraiment une mutation. C'est-à-dire oui, il y a les critiques de films. Alors c'est aussi dans les phrases. Vous faites une projection de presse sur un programme jeune public. Il y a certains journalistes qui pensent qu'ils vont voir la liste de Schindler, donc forcément ils sont un peu déçus. Et les retours sont assez ubuesques. Puisqu'il n'y a pas l'effort intellectuel de comprendre que c'est un programme pour enfants. Bon. Donc on en est arrivé à un point en fait où tout a évolué. Une fois de plus, c'est pas un discours à charge, c'est plutôt l'évolution des pratiques. C'est pareil pour des histoires de partenariat, etc. Je dis pas qu'il faut plus les faire, mais en fait c'est plus du tout suffisant. Donc on s'est créé différents outils pour aller au cœur de la recherche de séances scolaires notamment. Là, je parle du jeune public, je ferai une petite parenthèse sur l'animation famille juste après. On a créé donc un festival qui s'appelle le Little Film Festival qui a lieu pendant l'été. Au début, c'était parti d'un constat, c'est-à-dire que les salles n'ont pas de sortie de films frais d'animation l'été, puisque historiquement, c'est pas les périodes où les distributeurs en sortent. Donc, il y avait une petite carence. Donc, on a créé ce festival qui est ouvert aussi aux autres distributeurs. Le but, c'était pas seulement de vendre nos films, mais plutôt de créer des outils
qui puisse servir les exploitants et les distributeurs et l'animation de manière générale. Donc c'est vrai que quand on se lance dans des choses comme ça sur le moyen long terme, on ne sait pas du tout où on va. C'est très expérimental, même quand on va contacter d'autres distributeurs, ils nous demandent un peu ce qu'on fout voilà. Et puis finalement, ça génère plus de 100 000 entrées par été. Il y a des avant-premières, mais il y a aussi beaucoup de films de catalogue qui sont un peu repimpés pour être mis l'été. On a créé une identité visuelle, des bandes annonces. On s'est aussi un peu aperçu, c'était que les salles, le temps passant, je parle des salles indépendantes, n'avaient pas forcément les outils de communication pour travailler leur public. Parfois, c'est une personne qui fait et la caisse et qui lance le film, qui n'ont pas forcément de réseaux sociaux, ou même, c'est pas leur métier. Donc, on s'est dit, il faut qu'on prenne ça en main et qu'on donne clé en main quelque chose. Voilà. Donc, on a eu un premier constat comme ça. Donc là, il y a plus de 500 salles qui sont partenaires. Maintenant, c'est quelque chose qui est ancré chaque été. Nos autres partenaires distributeurs sont très contents de participer. Voilà, on a aussi créé un magazine, donc Séance scolaire. Ça pareil, c'est des choix forts parce que ça coûte, bien sûr. C'est des paris sur le moyen long terme, puisque j'ai une personne chez KMBO à temps plein qui s'en occupe. Éditer un magazine, moi je ne suis pas dans l'édition, donc je ne savais pas comment on faisait, j'ai dû un peu apprendre. Et donc c'est pareil, c'est un magazine qu'on tire à 25 000, 30 000 exemplaires maintenant. Ça aussi c'est un coût, le coût du papier. C'est vrai que quand on a monté ça, on nous disait, alors à une époque où tout devient digital, vous faites un magazine. Bon. Et mais on savait bien que les enseignants avaient besoin d'un document, papier, qu'ils puissent conserver, consulter, lire, éditorialiser. Alors, et une fois de plus, c'est éditorialisé, c'est pas 30 pages de publicité pour les films ou pour les voitures. C'est vraiment expliquer ce que c'est une séance scolaire, partir vraiment de la base, quel prix, comment on fait, auprès de qui on se renseigne. Donc ça veut dire aussi qu'on a dû se structurer, puisqu'on a des enseignants qui appellent chez nous. Et donc j'ai une personne à temps plein qui s'occupe de ça. On a travaillé aussi En fait, tout s'est fait de manière un peu empirique, une base de données aussi pour faire ça, puisque le tableau Excel, ça va un petit peu, mais ça a ses limites aussi, etc., etc. Et donc ça s'est structuré. On a créé donc ce trimestriel où on met en avant nos films, mais aussi ceux des autres distributeurs. C'est un vrai coût. Et on le finance entièrement. Il n'y a pas d'aide, tout est gratuit. Tous ces envois, tout est accessible gratuitement. Dans d'autres initiatives, on a lancé le prix cinéma des écoles. Vladimir, pardon. Je ne vais peut-être pas parler jusqu'à ce soir. Vraiment, parce que oui. on a tellement de choses à aborder, et je pense que tu auras aussi l'occasion d'en parler aussi cet après-midi. Et est-ce que tu peux nous parler de l'intervention, de votre intervention dans l'œuvre, oui. À quel moment, par quel biais, etc. C'est vrai que je pense qu'on va en reparler, mais aujourd'hui, la distribution d'animation est devenue très compétitive, puisqu'effectivement, l'année dernière, il y avait une 60aine de films sortis par an contre une dizaine il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on va dire que alors certes, l'animation peut-être marche un peu mieux qu'un film live qui ne marcherait pas. C'est pas tout à fait les mêmes minimums garantis et moyens mis en œuvre pour les faire exister. Mais aujourd'hui, on intervient très tôt auprès des producteurs qui nous font confiance, puisqu'ils ont vu qu'on en avait sorti quelques-uns et qu'on arrivait à comprendre ce qu'ils faisaient. Donc effectivement, l'intervention se fait très tôt. Ça va être sur un pitch, sur un traitement, sur une animatique qu'on peut voir. C'est des vraies discussions, et pareil, même parfois sur des caractères design. Voilà, pour avoir nous, on a cette chance, c'est d'avoir le retour des exploitants, du public, et donc on peut arriver avec un peu l'expérience qu'on a acquise au fil des années, c'est à calibrer tout ça. Même quand on va parler par exemple d'animation jeune public, entre faire un programme pour les 3, 5 ans, 6 ans et quelque chose pour les 7 ans plus, enfin voilà, si on veut que ça fonctionne un peu, il y a quand même des choses à prendre en compte. Donc c'est vrai que maintenant on est vraiment très très en amont, et c'est super. Ça demande aussi beaucoup plus de travail que travailler un film live. Mais en même temps voilà, travailler un film, ça se prépare.
pour donner vraiment toutes les chances au moment où il sort. C'est un peu tard, la veille de la sortie, de se demander ce qu'on va faire. Donc, on peut faire aussi beaucoup de partenariats avec les régions qui financent les films. Comme ça, je fais un peu une transition aussi. Voilà. Des partenaires privés, enfin tout ce qui va être vraiment au cœur du sujet des films. Aujourd'hui, il faut se donner la chance pour qu'il y ait un rayonnement qui dépasse juste est-ce que la critique est bonne et pas bonne. Enfin voilà, il y a des considérations en fait qu'il faut vraiment dépasser pour que ça puisse exister. Voilà. C'est vrai que parfois sur l'animation, moi je me souviens de certains films. Notamment des films étrangers ou des prods françaises, mais c'est vrai que les producteurs sont passés à autre chose. On va nous donner une dizaine de JPEG, travailler la sortie, c'est un peu insuffisant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, étant très très en amont, c'est super, et j'encourage d'ailleurs tous les prods qui bossent avec tous les distribs de vraiment prendre ça en compte. Parfois, on est aussi à l'initiative même d'adapter, de faire des œuvres littéraires pour avoir l'appui d'un éditeur jeunesse qui peut également donner un autre rayonnement au moment de la sortie. Donc, il y a vraiment beaucoup de faisceaux à exploiter sur les œuvres quand on commence à bosser la sortie plusieurs années en amont. Merci beaucoup Vladimir. Alors je faisais une blague tout à l'heure, bien sûr on t'aime beaucoup, mais on a essayé d'avoir d'autres catégories d'acteurs et je voulais m'arrêter là-dessus quelques secondes. On a invité des vendeurs évidemment, on n'a pas réussi malheureusement à avoir des vendeurs. On a, vous l'avez vu, raté l'opportunité d'avoir une plateforme autour de cette table ronde. Alors ça aurait rallongé la table ronde, c'est vrai, mais ça nous aurait intéressé par rapport en écho à ce que tu disais Marc, d'avoir aussi, on va dire, les nouveaux financeurs de l'animation. Ils ont tous décliné. Voilà, je voulais le préciser ce matin, ça me semblait important. Mais on a la chance d'avoir le premier financeur du cinéma d'animation autour de la table. Attention, la pression est sur toi. Alors, le premier, évidemment, avec Canal+, juste avant que tu démarres, Cécile, parce que je n'aurais, grâce à Marc, pas besoin de faire le rappel de votre engagement depuis mai l'année dernière à Cannes en faveur du cinéma d'animation. Juste rappeler quand même que c'est 25 films sur lesquels vous vous êtes engagés au titre de cet accord et qu'on a co-signé tous autour de la table, alors sans le CNC et les régions et les distributeurs, mais on l'a co-signé et merci beaucoup pour cet engagement. Je voulais juste passer un petit message politique pour dire à quel point il est important en fait de préserver l'investissement de France Télévisions, surtout dans le contexte actuel. Nos deux syndicats y travaillent énormément auprès des autorités publiques évidemment, mais des parlementaires. Certains sont dans la salle, donc on vous fait passer un message. Il est fondamental de préserver l'investissement du groupe France Télévisions dans la totalité de la création patrimoniale. Voilà, il fallait qu'on le dise en amont du message de Cécile. C'est pour te détendre, Cécile. C'est pour te lancer et que tu sois confort pour le reste de ton intervention. Ouais, c'est génial, merci beaucoup. Ça fait du bien, surtout en ce moment. Alors, effectivement, nous, on a le sentiment de vivre quand même une histoire d'amour avec le cinéma d'animation depuis longtemps et puis qu'elle ne fait que prospérer. Je crois qu'on a dû accompagner 70 longs métrages d'animation en coproduction et en préachat, parce qu'on fait aussi des préachats. Et effectivement, depuis l'accord qu'on a signé l'année dernière, on s'engage sur 5 longs métrages d'animation d'initiative majoritaire française par an avec un budget dédié de 3 millions d'euros et puis après il y a une somme flottante sur la durée de 3 millions de plus. Voilà, exactement. Et ça a beaucoup de sens pour nous, évidemment, ça a beaucoup de sens, on est très fiers de pouvoir le faire. Alors c'est la filiale France 3 Cinéma qui porte cet investissement et on fait ce travail en collaboration avec mes remarquables collègues Pierre Siracusa et Joseph Te Cache Pas. On travaille ensemble sur la sélection des projets et évidemment, on a la chance de bénéficier de leur expertise. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes typologies de films que tu accompagnes, par exemple ? À quel moment France Télévisions décide de s'engager sur un film d'animation ? Alors, ça, sur la maturité, sur la typologie, je vais te répondre. On est ouvert à toutes les propositions. Évidemment, plus il y a de diversité, plus il y a de parité, plus ça nous parle. C'est les mêmes critères que sur les choix qu'on fait sur les films en prise de vue réelle. Pour vous donner un peu la photo, France 3 Cinéma, on accompagne environ 25 longs métrages par an,
dont 5 films d'animation. Donc voilà, on y consacre quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et le reste est donc des films de live sur lesquels on va retrouver un peu la même schizophrénie propre au service public, d'être à la fois sur des choix de propositions, on va dire, dites de marché, qui auront vocation à rassembler le plus grand nombre possible. Je vous donne quelques critères pour vous parler un peu des prises de vue réelles. Par exemple, ce qu'on essaye de faire sur les films dits prime time, c'est de pouvoir estimer atteindre en diffusion télé à minima 2 millions de téléspectateurs pour la case cinéma de France 3, qui aujourd'hui est le lundi, et 2,5 millions, voire 3 millions sur le dimanche soir de France 2. Et puis par ailleurs, sur la prise de vue réelle, on fait beaucoup de choses pour accompagner l'émergence de nouveaux talents dans tous les genres différents possibles, avec évidemment en ligne de mire une visibilité dans les grands festivals de classe A pour accompagner des nouvelles écritures, tout registre, tout est ouvert. Le seul frein qu'on a évidemment, parce qu'on est un diffuseur télé, c'est ce qu'on appelle la signalétique. C'est très compliqué pour nous de pouvoir mettre en avant et d'exposer des propositions qui auront des signalétiques interdits moins de 12, moins de 16, parce qu'on est cantonné par des horaires de diffusion qui font qu'un macaron, un film interdit moins de 12 ans en salle ou avec avertissement peut se retrouver avec un petit macaron de signalétique moins de 16 et un programme moins de 16, c'est forcément diffusé entre 22h et 6h du matin, et même sur notre plateforme. Bon, voilà, donc ça n'a pas vraiment de sens pour nous. Et c'est la même chose sur les choix de films d'animation. On va être très éclectique dans ce qu'on va accompagner. Ça va être la singularité des écritures. Évidemment, il faut qu'on ait on a un vrai coup de cœur sur la qualité d'écriture, et c'est vrai que ce que je vois dans les propositions de long métrage d'animation, ça arrive, c'est déjà vachement bossé. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de mois, voire d'années de boulot de scénar derrière et de qualité d'écriture. Donc ça, c'est vraiment réjouissant. Moi, je vois quand même des signes super encourageants. C'est vrai qu'on est un peu tous en train de dire, voilà, c'est la crise dans le cinéma en général et dans l'animation aussi. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit à peu près 20 projets de long métrage d'animation par an. Donc de fait, nous, on en refuse 15 et on en prend 5. Mais il y a encore 4-5 ans, on en recevait une petite dizaine. Donc ça veut dire que quand même, il y a quelque chose d'assez aspirationnel et enthousiasmant dans tout ça. Donc sur les critères de sélection, ça va être effectivement qualité d'écriture, les éléments graphiques, l'originalité des sujets, la singularité du propos, parce que c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de propositions de coming of age, de récits d'apprentissage. C'est toujours des modèles intéressants à travailler, mais c'est vrai qu'on aimerait aussi apporter une forme de diversité dans les sujets. On est très attentif, évidemment, au degré de maturité du projet. C'est-à-dire qu'idéalement, pour nous, il faut qu'il y ait donc un distributeur. Donc c'est absolument fondamental d'être passé par les fourches codines d'un regard de distributeur qui va déjà réfléchir et poser la bonne question, qui est: à qui va-t-on s'adresser ? La destination, c'est pas un mot vulgaire, hein. Je pense que quel est le marché qu'on peut toucher ? C'est des questions qu'on se pose toujours, nous, parce que nous, on est diffuseurs, et donc c'est qu'est-ce qu'on va en faire ensuite ? Comment on peut l'accompagner ? On a envie déjà d'établir une espèce de contrat de mariage avec l'œuvre au moment où on s'engage, et déjà se dire que la proposition, a priori, elle aura telle destination sur notre panel d'antenne. Donc ça, c'est une discussion qui a lieu en amont sur le marché de la salle avec le distributeur. On a besoin d'avoir un vendeur étranger, parce qu'on voit à quel point, effectivement, le pourcentage du financement du vendeur inter est absolument décisif. On a besoin de savoir ce qui se passe avant nous, donc la PTV. Et là, on bosse avec absolument tout le monde, canal historique et plateforme. On est ravis, effectivement, de voir aujourd'hui les plateformes travailler avec nous.
Et puis, l'idéal pour nous, c'est d'investir sur une année d'engagement, donc une date d'agrément qui soit, on va dire, N-2 avant la sortie salle. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un niveau de maturité très certain. Pourquoi ? Parce que, en raison de la chronologie des médias, donc nous, nos droits télévisuels ouvriront 22 mois après une sortie salle. Donc à partir du moment où on se parle et on valide notre engagement sur un projet, on pourra le diffuser sur nos antennes 4 ans plus tard. Voilà, donc c'est compliqué. On essaye toujours d'anticiper sur les tendances, les visions, les nouvelles écritures, mais au-delà de 4 ou 5 ans, c'est un peu compliqué, hein. On parlera dans la seconde partie des solutions à apporter sur le terrain réglementaire, évidemment, sur ces aspects. Je crois qu'on voulait passer à la parole à Lionel. Lionel, on l'a vu tout à l'heure, l'apport du CNC est fondamental pour le cinéma d'animation, à la fois en volume, mais aussi en part de financement de l'œuvre. Comment le CNC perçoit l'animation ces dernières années ? Comment vous avez fait pour faire évoluer les dispositifs au mieux pour répondre aux besoins du secteur. Et puis après, dans un deuxième temps, si tu peux nous parler de l'avance sur recette, qui est un dispositif évidemment fondamental pour le cinéma. Très bien. Alors, la position, on va dire, du CNC par rapport au cinéma d'animation, j'ai envie de la caractériser par 2 mots. Le premier, c'est neutralité, et le second, c'est spécificité. Alors, neutralité, pourquoi ? Parce que, et là-dessus, sur ce point, je vais rebondir sur plusieurs propos qui ont été tenus par Marc, Emmanuel Alain, Nicolas Schmerkin tout à l'heure. Neutralité au sens où, dans toutes les commissions d'aide sélective à la création et à la production cinématographique, il n'y a pas de commission spécialisée pour l'animation en dehors de l'aide aux techniques d'animation. Donc que ce soit à l'avance sur recette, à l'aide au scénario, à l'aide au développement, les commissions en question examinent dans le même temps les projets de tournage de films tournage en prise de vue réelle, des films d'animation, des documentaires, avec d'ailleurs des hybridations, quelquefois, de documentaires en animation, etc. etc. C'est un peu une position de principe du CNC, de ce point de vue-là, avec le souci de ne pas... en quelque sorte, créer des cases, voire on pourrait dire des ghettos pour certains genres, à qui on allouerait une enveloppe spécifique, une commission spécifique. Voilà, notre principe a été au contraire de mettre en place des commissions à même d'examiner la multiplicité des projets. Alors ensuite, sur ce point, pour m'y attarder un instant, j'entends évidemment ce sentiment quelquefois d'ostracisme, les fameuses petites phrases que certains d'entre vous ont été malheureusement victimes ici ou là dans la profession. Pour autant, alors 2 points. Le premier, c'est que la composition des commissions d'aide sélective du CNC, c'est pas une part de représentants de l'animation et une part de représentants de la prise de vue réelle et une 3e part de représentants du documentaire. En fait, ce qu'on s'efforce d'atteindre comme objectif, c'est vraiment une multiplicité de regards, y compris en termes de, j'ai envie de dire, de discipline artistique et de métier. Donc, typiquement à la commission d'avance sur recette, il y a des producteurs, des réalisateurs, des acteurs, des actrices. Il y a aussi des distributeurs, des distributrices, mais aussi des journalistes, des écrivains, quelques chanteurs. Ça nous est arrivé. Toujours dans l'idée d'avoir des univers artistiques extrêmement variés, examinant les projets qui nous sont soumis. Alors, je reviens à l'animation, et au-delà des mauvaises expériences dont certains ont témoigné, j'ai envie de dire, pour paraphraser Mark Twain, que les chiffres sont têtus. Et j'ai regardé récemment à l'avance sur recette, sur les 76 longs métrages d'animation agréés ces 5 dernières années, donc entre 2019 et 2024, 44 ont candidaté
à l'avance sur recette, et sur ces 44, 27 ont été soutenus, c'est-à-dire plus de 60%. Donc j'ai pas le sentiment que, en tout cas ces dernières années, alors il y a sans doute eu, comme Marc le soulignait, des évolutions récentes, mais j'ai pas le sentiment qu'effectivement il y ait une exclusion de l'animation de ce dispositif que je cite en premier parce que c'est le dispositif d'aide sélectif au cinéma le mieux doté et le plus connu. Mais si je regarde l'aide au développement, il y a eu 17 demandes déposées sur cette même période à l'aide au développement, et en réalité, il y a eu autant de projets soutenus. Alors, on reviendra sur les modalités de soutien. Il y a toujours évidemment des améliorations à apporter. L'autre mot-clé, pour moi, c'est spécificité, c'est-à-dire que pour autant, malgré cette volonté du CNC côté cinéma, de ne pas créer des guichets spécifiques en dehors, encore une fois, de l'aide aux techniques d'animation. Ça ne nous empêche pas, et là, tu évoquais la question de comment améliorer le dispositif, mais en fait, c'est, j'ai envie de dire, un dialogue permanent entre vos syndicats et le CNC. C'est ce dialogue qui a permis de mettre en place le plan animation en 2019. Donc, je ne vais pas m'y attarder, mais en quelques mots, qui nous a conduit à pousser tous les curseurs de quasiment la totalité des dispositifs d'aide vers le haut pour l'animation, que ce soit au niveau du soutien automatique, au sein duquel donc le bonus pour les œuvres d'expression originale française a été doublé pour l'animation, 50% au lieu de 25% pour la prise de vue réelle, que ce soit pour la passerelle animation, que ce soit pour le plafond d'aide au développement, que ce soit à la vente sur recette, aux aides à la distribution, à l'export et à l'époque au dispositif pour la création visuelle et sonore devenu aide aux techniques d'animation depuis lors. Donc cette prise en compte des spécificités, voilà, très concrètement, elle s'exprime par des réformes successives. Donc il y a eu ce plan animation de 2019 et plus récemment, suite à effectivement des échanges qu'on avait eus avec notamment le SPI, on a de nouveau porté quelques réformes à la vente sur recette, à l'aide au développement, pour tenir compte, encore une fois, des deux spécificités que tout le monde a rappelées à de nombreuses reprises ce matin, c'est-à-dire des budgets et des coûts de production plus élevés et un temps de production et de développement lui aussi beaucoup plus élevé. Alors, on aura l'occasion tout à l'heure de reparler des demandes communes qu'on a formulées à Nîmes France et SPI pour améliorer encore ces dispositifs. Merci Lionel. Parmi les partenaires publics, il y a évidemment d'autres partenaires assez essentiels. Je crois que Cécile, tout à l'heure, nous montrait que les investissements des régions étaient en croissance. Alors, c'est sur des chiffres 2024. On aura peut-être des choses à dire en 2025. En tout cas, il y a une région qui s'investit beaucoup, et c'est la région Sud. Donc, on est ravis, Mathilde, que tu aies pu venir pour nous expliquer à quel point ta région s'investit en animation et à quel point elle a renforcé récemment son action. Oui, merci Amanda. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voulais donc profiter de ce moment-là qui nous est donné pour partager avec vous en fait l'essor qui se ressent actuellement en région Sud, l'essor de notre filière animation. Vous donner quelques éléments caractéristiques. La région Sud, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est le 4e pôle national pour l'animation. On possède, en tout cas, la région possède un écosystème très complet. Les étudiants, les écoles, les talents, les studios, les sociétés de production. Bon, les écoles, on a la chance d'avoir des écoles d'excellence. Vous connaissez l'école des Nouvelles Images à Avignon. C'est une école privée de formation 2D, 3D et en jeux vidéo également, qui, en 7 ans d'existence, les films étudiants ont reçu plus de 500 prix. Donc, on a une reconnaissance à l'international, des nominations au BAFTA, aux Oscars étudiants. La deuxième école, c'est MOPA,
qui est à Arles, qui a été fondée en 2000, qui est aussi une école privée, mais dont aussi les films étudiants ont une reconnaissance à l'international. Et je voulais aussi évoquer, parce que c'est important, il y en a 4 en France, cette formation publique qui est proposée par le lycée Marie Curie, qui est un diplôme d'art et de design, cinéma d'animation, qui, là aussi, c'est une très bonne formation en 2D et qui, les étudiants en général poursuivent avec les Gobelins ou bien ils vont directement dans des studios reconnus. Donc voilà, vous dire un petit peu que cette filière, elle est assez complète. On a, preuve en est, la constitution d'une association Sudanime, dont je salue le président Alexandre Cornu, présent ici. Sudanime, c'est une association représentative de la filière, avec différents collèges, donc de la filière animation et jeux vidéo, avec différents collèges, étudiants, écoles, prestataires, sociétés de production, studios d'animation. La région la soutient depuis ses débuts en 2021. 2021, c'était 23 adhérents. 4 ans plus tard, en 2025, l'association compte 238 adhérents. Donc, c'est un signe qu'il y a vraiment un besoin, un essor. Ça, on le voit aussi en termes d'installation de studios. Alors, il faut dire que la région et ses partenaires mènent des actions d'attractivité à travers des repères tours. Donc d'opération séduction, et on voit aussi en parallèle donc des installations de studios. Là, ces 3 dernières années, depuis 2022, on a vu l'installation de 8 studios d'animation. Pour en citer quelques-uns, Special Touch à Marseille, par exemple. Et je salue Sébastien ici. Circus, on a le Luce Créative, qui est un des plus grands studios australiens, qui s'est installé aussi. Et puis là, cette année, on a 4 studios qui s'installent à la Villa Créative, qui est un lieu dédié à la culture et aux ICC à Avignon, qui a été inauguré en mai dernier. C'est l'effet spécial, les astronautes, Watch Next Media et Avec ou sans vous. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est la région sud. Et puis on va, pour l'évoquer à nouveau, une reconnaissance internationale à travers les films soutenus. Donc Pachyderme, Stéphanie Clément était là tout à l'heure, qui a été produit, fabriqué, et le scénariste est en région, TNZPV à Arles, qui était donc finaliste aux Oscars en 2024. Et bien sûr Flo, produit par Sacre Bleu Productions, de Gintz, mon Dieu, mais je le sais par cœur. Mais Zilbalodis, je le sais par cœur en plus. Je ne connais que ce nom, qui donc ramène le premier Oscar pour un long métrage d'animation en France. Et la région Sud est très heureuse d'être la seule région partenaire sur ce film. Pardon à mes collègues. Mais il y en a quelques-uns dans la salle. Voilà, mais bon, ça n'arrive peut-être qu'une fois dans une vie, alors je me permets. Je voulais aussi vous dire que, donc, effectivement, tout ça est lié, cet essor, ce dynamisme, il est lié aussi à un fonds d'aide de la région, qui accompagne bien sûr ce mouvement global. Et ce fonds d'aide, donc, je vais vous parler un petit peu techniquement, parce qu'on est là aussi pour évoquer le financement du long métrage d'animation. Donc la région a un fonds d'aide qui a évolué, et cyclique en fait état dans son panorama des interventions. Là, c'est un fonds qui a évolué donc de 4,6, qui a été multiplié par 4,6 depuis 2017, pour s'établir en 2024 à 1 400 000 €, donc dédié à l'animation. Nous, donc, contrairement au CNC, effectivement, on a un fonds d'aide qui est dédié à l'animation depuis 2010, avec des experts donc, de l'animation, et ce qui a permis aussi de se positionner sur des projets donc, de qualité et
Voilà, donc ça c'est vraiment une spécificité de ce fonds. On intervient donc, le projet de long métrage d'animation peut être déposé au stade de bourse. Ce sont des bourses en résidence qui sont proposées. Donc l'auteur, autrice, scénariste, réalisateur, réalisatrice, c'est une aide directe à l'auteur, donc peut venir le présenter. Les seuls en fait critères, c'est d'avoir un lien avec la région et que la résidence soit reconnue comme une résidence professionnelle et non pas un organisme de formation. Ça, c'est une aide donc, qui est plafonnée entre 5 et... plancher 5 000 €, 7 000 € le plafond. On a aussi des aides donc, à l'écriture aux sociétés de production, donc pour le long métrage, qui est du même montant plancher-plafond, avec sur l'écriture, bon, c'est la même chose, mais c'est pour une société de production. Je rappelle que ce fonds est en partenariat avec le CNC, bien sûr, et que donc toutes les conditions s'appliquent. La société de production doit être code APE, voilà, exactement, production déléguée, qui est évidemment détentrice des droits, signataire du contrat de cession. Sur les aides au développement, juste parce que c'est intéressant, donc elles sont entre 15 et 20 000 €, et le projet donc doit générer des dépenses qui sont... les dépenses doivent être sur le territoire de 160% du montant de la subvention. Ça, c'est important. Et répondre à au moins 2 des 4 conditions suivantes. L'auteur est fiscalement en région, le projet a un lien avec la région, la société déléguée dispose de son siège ou d'un établissement stable depuis 1 an en région, et il justifie d'une aide sélective au développement ou à l'écriture acquis au moment du dépôt de dossier. Et sur la production, et je terminerai par là. Alors, on ne va pas rappeler les critères, mais je pense que plein de gens voudront t'appeler après cette présentation. Parce que tu donnes quand même envie. Je donne envie à travers tout à fait. ça, mais voilà, les critères, on n'aura pas le temps de les énumérer. Mais... Je comprends. Bon, c'est Florian Cabane qui est le chargé de mission pour l'animation et qui se tient à votre disposition pour vous détailler tous ces critères. Donc j'ai compris que je m'arrêtais là. On transmettra tous les contacts. C'est ça. Ces coordonnées sont disponibles en ligne. Et je voulais aussi juste vous dire que, donc, peut-être c'est ce que tu allais dire, Amanda. Non, vas-y. Que la région Sud a soutenu donc 25 longs métrages d'animation depuis 2019, on voit une évolution aussi en termes de projets déposés, projets soutenus. En 2019, on avait 3 projets déposés, 1 soutenu. 2025, 10 projets déposés, 6 soutenus. Donc voilà, un vrai développement à cet endroit. Et aussi vous signaler que donc la région, vous savez, dans une convention avec le CNC et l'État et des partenaires infrarégionaux, que 2 nouveaux partenaires qui nous ont rejoints, le département en 2024, fin 2023 et 2024, le département de Vaucluse et la métropole Aix-Marseille-Provence ont créé des fonds d'aide, et une partie de ces fonds d'aide est fléchée sur de l'animation. Donc c'est un soutien accru. Merci Mathilde. Alors avant qu'on bascule vers la seconde partie de la table ronde, un peu plus rapide que prévu, juste souligner qu'en réalité, pas mal de régions s'intéressent en fait à l'animation de plus en plus. On est sollicité, nos 2 syndicats, pour donner une expertise et pour essayer d'adapter les critères. On souhaite saluer ces démarches qui sont, on va le dire, dans le contexte actuel extrêmement vertueuses, parce que les régions et tous les échelons dont tu as parlé, en réalité, les autres échelons territoriaux, se rendent compte de l'effet de structuration en fait, sur leur propre secteur, d'un meilleur investissement en faveur de l'animation. Donc voilà, c'était le petit message qu'on voulait passer. En tout cas, merci aux régions pour leur accompagnement. Tout à fait. On va passer donc à la deuxième partie de notre échange, plus sur les pistes de travail, les pistes d'évolution, les solutions qu'on pourrait trouver pour améliorer le financement du long métrage d'animation. Juste avant de débuter notre discussion, rappeler très brièvement quelques éléments. On l'a déjà dit, un coût très élevé, notamment lié au fait qu'on soit dans l'obligation de produire des images très tôt dans le développement pour vendre le projet dans des commissions ou dans des marchés. À côté de ça, un financement complexe avec peu de préachats de diffuseurs, donc 5 chaque année chez France Télévisions. Jusqu'à présent, on en avait 5-6 chez Canal, mais voilà, jusqu'à maintenant en tout cas.
cinéma. De temps en temps, on a un ou deux chez Arte chaque année, et de temps en temps un chez M6, un chez OCS, etc. Et puis chez les plateformes, c'est un peu jusqu'à présent assez faible. En tout cas, c'était pas l'effet escompté, mais peut-être qu'on aura dans l'avenir les effets qu'on attend. On a syndicat de producteurs notamment signé un accord avec Disney+, qui prévoit un engagement spécifique dans le long métrage d'animation, et on en est très content. Et puis des aides du CNC qui sont qui sont importantes, mais qui méritent quelques évolutions. On va y revenir tout de suite. Et puis des soutiens régionaux, tu l'as mentionné, très importants, avec des régions qui manifestent leur intérêt de plus en plus. Mais néanmoins, on peut rappeler quand même le chiffre qui a été publié par Cyclic il y a quelques mois, avec une baisse sur 2024 de 6% au global sur le long métrage d'animation. Et donc on espère que la conjoncture en région n'atteindra pas plus le cinéma d'animation à l'avenir. Alors dans ce contexte, vous imaginez que pour les producteurs, l'ingénierie financière autour du cinéma d'animation, elle se complexifie évidemment. Il faut aller chercher d'autres partenaires financiers. Ça n'est pas simple. Alors je m'adresse de nouveau aux producteurs. On va commencer par Emmanuel Alain, mais j'ai 3 questions clés à laquelle j'aimerais que vous essayiez de répondre. La première, c'est votre point de vue par rapport aux coproductions dont on a parlé tout à l'heure et dont on sait désormais qu'elles sont en croissance. Les ajustements éventuels qu'on pourrait porter, on en a déjà discuté tout à l'heure, et la présence de Lionel va nous aider sans doute à y répondre, ou dans un second temps, en tout cas les ajustements des dispositifs d'aide. Comment, de votre point de vue, est-ce que ça permettra d'apporter des solutions concrètes? Et il y a un sujet qu'on a évoqué un petit peu en introduction avec Olivier Enrard, mais qu'on aimerait aussi évoquer ici, c'est est-ce que de votre point de vue, l'intelligence artificielle pourrait être un élément d'économie? On ne revient pas sur l'annonce faite au sujet de Citertz. Peut-être que vous pourriez nous donner le point de vue des producteurs. C'est tout en vrac. Tu choisis le sens que tu veux donner à ta réponse. Mais voilà, le point de vue des producteurs d'abord, et ensuite on continue. Ok, alors j'avais pas prévu de répondre comme ça, donc je réfléchis vite. Oui, sur la question de la coproduction et sur l'IA, je vais commencer par ça, tiens, comme ça. Puis après, parler un petit peu de la plateforme de réflexion qu'on a portée ensemble sur les solutions. Enfin, pour parler de mon expérience personnelle, je produis des œuvres, on produit, parce que je suis pas tout seul, des œuvres qu'on essaye différentes. On veut, comme beaucoup de gens dans la salle, pousser les frontières de l'animation parce qu'on se sent trop à l'étroit. Et nous, à notre échelle, à Miou, on essaye de proposer des œuvres différentes avec des budgets différents qui peuvent être élevés ou moins élevés, avec des esthétiques différentes. Et du coup, on a très vite réfléchi à comment arriver à produire ces films, qui est une équation complexe. Nous, le modèle qu'on a créé, c'est, grâce aux régions notamment, c'est d'avoir plusieurs studios et d'essayer de fabriquer spécifiquement en interne. Pourquoi ? Parce que quand on se travaille en interne, déjà on ne va pas solliciter d'autres studios qui prennent des marges, ce qui est bien normal. Mais du coup, ces marges, contrairement à ce que peuvent me dire des gens en disant « Ah du coup tu marges plus », non, si je margeais plus, si seulement. Non, c'est pas que je marge plus, c'est que du coup je baisse le prix le budget du film, et du coup son plan de financement est plus facilement atteignable. Et ça, c'est un premier point très financement. Et après, il y a un deuxième point, plus de confort et d'accompagnement des auteurs et des autrices, c'est que les cinéastes, quand ils sont confrontés à une seule société et un seul chef d'entreprise, on sait à quel point on a des égos surdimensionnés, ça facilite la fabrication, on le pense, on le sait, ça facilite la fabrication, ça amène plus de confort aux cinéastes, et on part du principe que plus le cinéaste a du confort, ou les auteurs et les autrices en général, meilleure l'œuvre est. Donc nous, on a développé, pour répondre à ça, aux problématiques de budget, on a essayé de réfléchir à comment on coûte le moins cher. On l'a fait, on a poussé l'exercice puisqu'on a ouvert une société en Belgique, et du coup maintenant on coproduit, on a un studio à Bruxelles, et du coup on coproduit, là aussi je suis pas le seul, et je reviens vers Arnaud qui fait ça depuis longtemps, mais là aussi on coproduit à l'international avec nous-mêmes, ce qui permet là aussi de pouvoir multiplier les sources de financement, et toujours cette logique de baisser
le budget du film sans toucher à sa qualité, bien sûr. Donc ça, c'est un point un peu spécifique sur nous, comment on a essayé de répondre à ça. Après, il y a la coproduction. On sait que la problématique de la coproduction, je vais revenir plus tard aussi lors de l'évocation de notre plateforme, c'est que c'est un vrai avantage pour l'animation, puisque du coup, nous, on travaille indoor, donc du coup, on peut fabriquer sur plusieurs lieux, contrairement à la prise de vue réelle, qui est liée à ces décors, même s'il y a la logique de studio. Mais la coproduction, elle amène pour le coup là une multiplication des studios avec leur vision, leur pipeline et leur ego. Et du coup, ça amène à la fois une augmentation du budget, là, à l'effet inverse, et une grande complexité pour les cinéastes de se débrouiller dans à la fois ces problématiques d'ego, j'insiste là-dessus, mais aussi ces problématiques de culture, puisqu'on est avec d'autres pays qui ont d'autres visions et d'autres façons de fabriquer. Donc, oui, dans cette même logique-là, je pourrais te dire que l'IA est une réponse. Alors, je vais très vite mettre de côté... Enfin, moi, l'IA générative m'intéresse que quand elle est prise en main par des artistes, et que ça soit des cinéastes, mais aussi, comme on a un volet art contemporain, on a de plus en plus d'artistes dans l'art contemporain qui s'intéressent à comment pousser leur créativité à travers ces outils. Ça devient un outil, donc ça m'intéresse. Enfin, le genre d'exercice lancé à grand fracas autour d'un long métrage 100% IA m'intéresse pas beaucoup. L'IA, comme vous tous, m'angoisse, enfin, je pense. Enfin, moi, j'ai une problématique civilisationnelle avec ça. Mais mettons ça de côté et parlons de fabrication. Oui, ça peut être aussi un outil pour baisser ce coût de fabrication. Donc nous, on est déjà à Miu en train de réfléchir et de développer, d'ailleurs, plus que réfléchir, on est en train de développer 12 outils actuellement et en tête un troisième outil qui nous permet d'être plus réactifs sur des enfin c'est une nouvelle étape de l'industrialisation finalement qui est assez violente et complexe, mais qui nous permet effectivement de pouvoir baisser les coûts de production et pouvoir toujours proposer des œuvres audacieuses et accompagner nos cinéastes vers des horizons divers. Voilà pour le point IA. Après, je reviens à ce que j'avais prévu pour le coup sur la plateforme. Oui, bah donc du coup, ça fait des années qu'on réfléchit et qu'on est à la fois en réflexion en interne entre nos syndicats mais aussi avec le CNC. Et d'ailleurs, je fais pas le faillot, mais merci au CNC pour cette écoute, extrêmement précieuse et cette vraie ouverture depuis quelques années à l'animation. D'ailleurs, à force de râler, vous avez répondu en me disant t'as qu'à aller à l'avance sur recette, donc j'y suis allé et j'ai vu ça de l'intérieur et c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de fantasmes aussi, je pense, quand on est à l'extérieur et voilà, on comprend beaucoup de choses quand on est à l'intérieur. Je fais une petite digression là aussi parce que tu en parlais et on en a parlé aussi en début de journée. Il y a quelque chose qu'il faut se rendre compte, ça c'est mon analyse, on pourrait parler longuement là-dessus, mais je me suis rendu compte de quelque chose en fait, j'ai mis le doigt sur quelque chose, c'est que quand nous, on a tellement peu de cinéastes, que quand on a un cinéaste de long métrage qui n'a pas l'avance sur recette, on le sait tous et toutes. C'est ultra violent, et on se dit, un tel n'a pas l'avance sur recette. Comment un tel cinéaste... Quand on est à l'intérieur, on se rend compte du nombre de cinéastes qui sont hyper identifiés, que ce soit dans les festivals ou partout, qui n'ont pas l'avance sur recette. Et pour le coup, comme il y a beaucoup plus de cinéastes confirmés importants en live, on ne le voit pas du tout, quoi. Et je pense que ça, il faut s'en rendre compte. Donc les chiffres dont tu parlais sont intéressants parce qu'effectivement, ils montrent qu'il y a un grand taux de sélectivité. Et ça me permet de faire ma transition. À chaque fois que tu en parles, je te dis derrière, oui, mais attention, il y a une spécificité aussi dans l'animation, c'est nos développements. Et le fait que les développements sont si longs, et vous en avez parlé ce matin, sont si longs et si coûteux, que quand les projets arrivent à l'avance sur recette, il y a un écrémage qui s'est fait considérable avant. Donc ça veut dire que déjà, c'est des films qui ont dépassé 3 à 4 ans de développement. Je parle même pas du temps d'écriture avant que les producteurs arrivent ou les productrices arrivent. La moyenne d'un film entre le moment où il est la première ligne et le moment où ça sort en salle, c'est à peu près 7-8 ans. Donc c'est des bouts de vie, quoi. Et donc oui, quand ils arrivent à l'avance sur recette, ils sont extrêmement forts parce qu'ils ont dépassé déjà un certain nombre de choses que n'ont pas fait d'autres projets de live. Et à ce propos, d'ailleurs, moi je fais l'effet inverse maintenant en commission, je sais pas si tu le sais Lionel, mais moi je sabre les projets de prise de vue réelle qui arrivent avec juste le scénar et une note d'intention comme ça, balancée, sans mood board, sans rien, en disant attendez,
essayez de faire aussi l'effort, vous, de fournir des choses. Mais donc voilà, donc nous on a des développements qui sont coûteux. Je vais pas revenir sur la table ronde. Merci Nicolas d'avoir énuméré l'ensemble des aides, ce qui me permet de gagner un peu de temps. On va pas rentrer dans les détails, mais ce qui nous semble extrêmement important, oui, c'est des coûts qui sont autour de 250. Ron, tu disais un peu plus, et c'est vrai aussi. Enfin, ça dépend des films. Enfin, c'est des coûts qui sont hyper importants. Et on nous les impose, ce qui est un peu compliqué, parce qu'on nous les impose à la fois dans les commissions, mais aussi au niveau des chaînes, au niveau des forums de coproduction. Donc du coup, on est obligé d'arriver avec des bibliographiques extrêmement développées, avec des pilotes. Et ça, on a besoin, nous, quand on est face à des sommes comme ça, d'être accompagnés. Et cet accompagnement, aujourd'hui, on pense qu'il peut être plus fort au niveau des chiffrages de l'aide au développement. Nicolas t'en parlait. Aujourd'hui, on est plafonné à 100 et on n'arrive plus au plafond. Et aussi repenser, Marc parlera plus précisément et profondément de la TA, mais en tout cas repenser un peu cette aide au pilote qui a disparu au profit d'une aide au pipeline qui est finalement plus une aide à la pré-production. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que ces développements, ils sont essentiellement supportés par les fonds propres de nos entreprises. Et je parle même pas de celles qui n'ont pas d'accès aux passerelles et autres. Enfin, c'est assez colossal. J'avais prévu des chiffres, mais je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais c'est assez colossal le risque qu'on prend sur un développement de long métrage. Voilà. Je voulais parler aussi de ce que moi j'appelle la triple peine. Et qui touche à la question de l'intensité d'aide. La triple peine, c'est la chaîne de télé. Alors Marc, là aussi, il va venir sur les télés, sur les décrets SMAD, etc. Moi, je voudrais juste parler de cette problématique. C'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas de chaîne de télé, sur des budgets un peu importants, et même pas, en fait, on ne fait pas le film. On ne fait pas le film, en tout cas, on ne fait pas de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chaîne de télé, par l'intensité d'aide, si on n'a pas la chaîne, on n'a pas cet argent, qui est déjà moindre que en moyenne que sur un film de prise de vue réelle. On ne peut pas aller chercher l'équivalent en argent public. Deuxième peine, troisième peine, on perd le crédit d'impôt. Donc d'un coup, on se retrouve dans une situation où on est obligé d'exploser la production sur plusieurs pays. Je vois Sébastien dans mon axe qu'il a fait sur Funan, qu'il a fait sur d'autres projets. Ça avait une complexité, un inconfort artistique fort. Et en plus, c'est quand même des films d'initiative française qui se font à l'étranger, en grande partie, ce qui est quand même un peu problématique. Donc cette triple peine-là, il y a effectivement comment inciter les chaînes à investir plus et d'autres chaînes à commencer à investir, ou plateformes, ça c'est le point plutôt SMAD, mais il y a aussi peut-être une attention à porter sur l'intensité d'aide et nous permettre de combler ce gap qu'il y a entre le peu d'investissement des chaînes et le budget de nos films qui sont beaucoup plus importants. Ça va dans la même idée que la définition du film fragile, qui est un reste d'aides qui ont été, de systèmes qui ont été pensés que pour le live, par le live d'une certaine manière. Et aujourd'hui, le film fragile est toujours défini à 1,25 million d'euros, ce qui est complètement inatteignable en animation, si ce n'est Sébastien Lodenbach, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui l'a fait avec La jeune fille sans main. Voilà, Mark Twain disait il ne savait pas que c'est impossible, donc ils l'ont fait. Et maintenant, lui, il sait que c'est possible et il ne le fera plus. Donc voilà, on voit bien qu'il faut repenser ce chiffre. Ça fait hyper longtemps qu'on en parle. J'espère qu'on va enfin arriver au bout de cette discussion. Et enfin, la coproduction minoritaire, on est ravis que le CNC, ça a été voté hier, donc on attendait avec impatience les retours. Cette réforme sur le cinéma du monde, on a été là aussi agréablement surpris par la grande écoute de Cinéma du Monde sur les problématiques de la coproduction minoritaire, avec une volonté, et c'est eux qui l'ont dit, d'amener plus de lecteurs et de lectrices animation dans les comités. Aujourd'hui, il n'y a que Ron. Et ils veulent
Et donc, de eux-mêmes, ils nous ont dit non, mais il faut qu'il y ait plus de lecteurs et lectrices, il n'y a pas assez de films d'anime qui passent, et ça doit passer par ça. Mais aussi une attention sur les chiffrages, et puis ce seuil réélevé à 4 millions qui va permettre de faciliter les coproductions avec le Japon, mais aussi avec la Corée du Sud, avec les États-Unis, c'est-à-dire ces pays avec qui on n'a pas d'agrément de coproduction, et qui fait que du coup, c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir financer ces œuvres. Et on sait qu'on a besoin aujourd'hui de diversifier les marchés et d'aller chercher des nouvelles solutions, notamment vers des pays comme le Japon qui ont une crise inverse, ils ont trop de boulot et ils ne savent pas comment faire. Donc il faudrait quand même les faire venir chez nous. Et je crois que le CNC essaye d'encourager les coopérations aussi. Oui, il y a un vrai travail là-dessus. Merci beaucoup. Marc, tu complètes le diagnostic ? Puisque tu m'as lancé sur l'IA, je vais commencer par l'IA. C'est un sujet que j'aime bien. En général, plutôt pour lui tordre le cou. Et je ne dis pas ça pour une défense idéologique de la création, mais je trouve qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA, en particulier sur l'animation. Et ce que je vais vous dire est contre-intuitif, mais c'est vrai, l'animation est le genre qui est le moins praticable pour l'IA, pour une raison que je vais essayer de résumer de façon simple et pas trop technique. Et quand je parle de l'IA, je parle de l'IA générative, je ne parle pas du fantasme de l'IA généraliste, qui est une autre génération d'IA qui n'existe pas pour l'instant. L'IA générative est un outil qui ne fonctionne que quand il est entraîné par une data massive dont il dispose sur Internet. Donc il lui faut cette data pour fonctionner. C'est un outil qui fonctionne essentiellement sur de la statistique, de la probabilité et de la reproduction. Quand il s'agit donc de produire des images d'ordre photoréaliste, elle dispose d'une data absolument colossale et elle peut à peu près tout faire en matière d'images photoréalistes. Quand il s'agit de dessin, la data disponible en matière de dessin est extraordinairement faible à l'échelle de l'Internet. Pour vous compreniez, l'IA générative, pour repérer un bébé, comprendre ce que c'est qu'un bébé, a besoin de 100 000 photos d'un bébé. Donc, en matière de dessin, il y a très peu de data disponible. Et surtout, rien ne ressemble moins à un dessin qu'un autre dessin. Et si vous prenez la dernière génération d'IA générative de Google, VO3, vous regardez toutes les bandes annonces de VO3, et en matière de dessin, il y a un exemple et un seul. Ça dure 10 secondes, c'est grotesque. Il y a une montagne, une petite vallée de prairie, il y a une vache qui est en train de brouter de loin, et c'est tout. Voilà. Donc, il faut quand même arrêter de fantasmer sur ce truc-là. Le dessin est probablement la chose la plus compliquée pour l'IA aujourd'hui à accomplir. Et enfin, moi, je suis stupéfait de... C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un nous annonce qu'il va faire un film aussi bien que Pixar pour 3 fois moins d'argent que Pixar, je pense que ces gens-là n'ont jamais... savent pas ce que c'est que l'animation. Notre métier, il est traversé à chaque étape, non pas par de la reproduction, mais par de la créativité. C'est vrai que pour ceux qui connaissent techniquement ce que c'est que l'animation, même faire de l'intervalle, croire que l'intervalle peut être généré par un algorithme ou de façon mathématique, c'est une absurdité. Sinon, il y a longtemps qu'on l'aurait généré, ce problème d'algorithme de l'intervalle. Je parle de la qualité, évidemment. L'IA va faire du low cost. En matière de low cost, il n'y a aucun problème, l'IA est capable de faire. Sur YouTube, il va se multiplier des choses. Mais dès que vous êtes sur du premium, il y a une intervention manuelle, artistique, qui est très importante et qui traverse l'ensemble de nos métiers, qui fait que pour livrer des choses d'un très haut niveau, aujourd'hui, l'IA n'est pas capable. Voilà, d'ailleurs, pour l'instant, à ma connaissance, je ne crois pas qu'on ait vu des choses très significatives dans le domaine. Alors, ça me permet de faire la transition vers la journée organisée par le CNC sur l'intelligence artificielle à laquelle nous participerons. Voilà pour mon avis pour l'IA. Et encore une fois, c'est comme l'IA va très vite, je dis ça bien, en l'état de l'art de l'IA. Je ne sais pas où l'IA va nous mener, d'où les inquiétudes civilisationnelles. Non, moi je voudrais... parler d'un sujet, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de cette journée. C'est vrai qu'on se réjouit beaucoup de la diversité, c'est vrai qu'on se réjouit beaucoup de la progression du cinéma d'auteur en animation et de la place que le cinéma d'auteur a pris dans le cinéma d'animation depuis quelques années. Mais à l'inverse, on peut aussi s'inquiéter de ce que notre métier a tendance à plutôt reculer en matière de films, on va dire, porteurs, de films qui est plus une destination commerciale, familiale, qui souvent requiert des ambitions budgétaires
Il y a des exceptions comme Flow, mais il ne faut pas rêver, on ne va pas faire 500 000 entrées sur tous les films d'animation qu'on va faire à 3 millions. Donc ça suppose des ambitions qui soient importantes, et on a vraiment une impasse, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la mauvaise pente, on n'est pas sur la bonne pente de ce point de vue-là. Le cinéma français, globalement, depuis très longtemps, il se porte bien parce qu'il vit sur ces deux pieds que sont le cinéma plus populaire, on va dire, entre guillemets, et puis le cinéma plus d'auteur de l'autre côté. Et là, on a une impasse qui est assez angoissante, parce que les chiffres dont je parlais tout à l'heure sur le cinéma d'animation mondial et les entrées du cinéma d'animation, elles sont quand même faites essentiellement sur du cinéma qui est plus de nature plus populaire, plus commerciale. Et il n'y a pas de raison que nous, en France, on ne soit pas capable d'aller chercher ce type de film-là. Mais c'est vrai que les outils de financement dont on dispose sont assez peu adaptés à ça. Il y a un premier élément de réponse là-dessus, qu'il faut constater, c'est le recul des groupes. Au même moment où les distributeurs indépendants se multiplient et s'intéressent aux films d'animation, les groupes, eux, se sont un peu retirés du cinéma commercial d'animation. Enfin, moi, il y a une époque où Studio Canal, Pathé, ni EGC, ni Pathé, Studio Canal s'est un peu retiré, Gaumont n'en fait pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire non plus. Enfin, on a un vrai problème aujourd'hui d'attractivité du cinéma d'animation commercial auprès des grands groupes. C'est quand même un problème. Bon, ensuite, il est vrai que c'est aussi une réflexion à mener à l'échelle européenne, parce que la taille des budgets dont on parle, vous pouvez faire un Monte Cristo à 30 ou 40 millions d'euros avec une perspective de rentabilité de l'investissement presque majoritairement sur votre territoire domestique, à ces niveaux de financement. Je ne dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais dès qu'on dépasse en tout cas les 15 ou 20 millions d'euros, votre problématique de retour sur investissement, il doit être international. Et ce n'est pas un agent de vente international qui peut mobiliser les sommes dont on parle. Donc on a un vrai sujet à l'échelle européenne pour accompagner la capacité d'investissement. Le deuxième sujet, c'est la notion de studio. Qu'est-ce qui fait la force des Américains? Bien sûr, il y a leur capacité d'investissement. Bien sûr, il y a la question du marketing. Mais ça n'explique pas tout. Dans le système américain, la puissance du système américain, c'est la logique de studio. C'est cette capacité à sortir 1 ou 2 films tous les ans, d'avoir des pipes de fabrication, d'avoir des équipes de R&D, d'avoir un ensemble de choses qui s'imposent. Et la logique de studio en animation, elle est très importante. Parfois, à l'échelle américaine, elle peut avoir l'air d'être presque trop importante avec notre regard français autour des auteurs, de la réalisation, etc. Mais c'est assez frappant de voir qu'on parle parfois plus d'un film Disney, d'un Pixar, ou d'un Illumination que d'un film de tel réalisateur, etc., etc. Mais donc, il faut s'interroger aussi sur cette logique de studio. Le seul qui a fait ça en France dans une échelle plus modeste, c'est TAT. Ce n'est pas un hasard s'ils réussissent, c'est parce qu'ils sont rentrés dans cette logique de studio, mais qui suppose d'avoir une organisation de studio. Moi, c'est pas un hasard non plus, si beaucoup de gens de l'audiovisuel, en fait, sont venus vers le cinéma, et si le cinéma se nourrit aussi de cette expérience de l'audiovisuel, c'est parce qu'il y a des studios. Et quand vous avez des studios, vous avez des pipes, vous avez de la R&D, vous avez un certain nombre d'outils qui vous permettent d'aller inventer, d'aller construire des images nouvelles. Moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma d'animation, personnellement, c'est vraiment chaque fois ça, c'est comment on invente des images nouvelles. Et donc, grâce à l'outil dont je dispose chez Xilam, qui s'est construit sur la télé à la base, je peux faire appel à une technicité, une inventivité technique qui est forte et qui me permet d'être plus innovant, comme on l'a été sur J'ai perdu mon corps, etc. Tu voulais nous parler de l'ATA? Oui. Alors, à elle toute seule, l'ATA ne va pas régler les problèmes des films porteurs dont je viens de parler, mais en revanche, l'ATA a beaucoup progressé ces dernières années. L'aide aux techniques d'animation. L'aide aux techniques d'animation du CNC, qui est le seul guichet spécialisé, en tout cas pour l'animation. Et je pense que, comme tu le disais, il y a à peu près les 2/3 d'ATA. Donc aujourd'hui, on a 4,4 millions. Donc les 2/3 de 4,4 millions, ça fait un peu moins de 3 millions. Ça fonctionne très bien quand vous avez 4 ou 5 films qui se présentent chaque année. Quand vous avez plus de 10 films qui se présentent chaque année, ça fait des taux d'aide qui varient entre grosso modo 250 000 et 450 000 euros par film. Ce n'est pas un effet de levier suffisant
pour accompagner le film. Ce n'est pas un effet de levier suffisant pour compenser la faiblesse de notre financement domestique, notamment celui des diffuseurs. Hein, je veux dire, on l'a dit, mais il faut le répéter. Les diffuseurs, c'est 2,5 fois moins en proportion que nos budgets. Mais nos budgets, eux, en plus, ils sont en proportion 2,5 fois plus élevés que les films en prise de vue réelle. Donc les pourcentages, c'est bien, mais en valeur absolue, c'est beaucoup plus impressionnant, l'écart, en réalité, par film. Donc c'est vraiment... et on a besoin... C'est pas un mystère si on a réussi dans l'audiovisuel, en animation. C'est parce que le CNC est venu jouer un rôle spécifique, puissant, dédié, pour accompagner. Parce que nous, on a le même problème en audiovisuel. En audiovisuel, nos chaînes de télé, elles financent 25% de nos budgets, contre 60 à 80% du côté de la fiction. Le CNC est venu jouer un rôle pour compenser ça, en pensant intelligemment que cette industrie était structurante, exportatrice, et qu'il fallait la soutenir. Donc, 4,4 millions, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin que les films trouvent des ressources de ce côté-là. Et je terminerai avec les SMAD, pardon. Oui. Et tout ça va dans le même raisonnement que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ensemble du marché du cinéma profite des ressources générées par l'animation, même si c'est principalement généré par de l'animation américaine ou japonaise, pas seulement, mais voilà. Mais l'ensemble du marché bénéficie de ça. Donc nous, il faut qu'en retour, que ce soit via le CNC qui est financé en partie par la TSA, ou que ce soit les plateformes qui, elles, génèrent des abonnements grâce aux films d'animation, doivent investir dans le film d'animation. On a fait une petite timide avancée avec Disney+, et on a besoin de généraliser. La clause de diversité qu'on est en train d'obtenir du côté de la télé, il faut qu'on l'obtienne en miroir du côté du cinéma. Qu'on espère obtenir. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir salué la direction de l'audiovisuel, que je salue à mon tour. On n'a pas parlé de la passerelle animation, mais vous savez à quel point c'est un levier important aussi pour l'animation. L'ATA, c'est à la direction du numérique, mais on a Lionel de la direction du cinéma, et tu avais peut-être des éléments de réponse à apporter par rapport aux remarques de nos producteurs. Oui, sur les différents points qui ont été abordés par Marc et Emmanuel Alain. Tout d'abord, quand même, un chiffre pour remettre ces débats en perspective. En réalité, je parle sous le contrôle de Cécile Lacou, ces 5 dernières années, si on exclut un projet, un film totalement atypique, qui est Marvelous, qui a fini à 90 millions d'euros de coût définitif, sauf erreur de ma part. En réalité, le pourcentage d'aide publique pour les films d'animation agréés, il est à peu près à un point près, même à moins d'un point près, il est à peu près équivalent au pourcentage d'aide publique pour l'ensemble des films agréés, c'est-à-dire environ 25%. Donc il n'y a pas non plus, quand même, pour remettre les choses en perspective, un décrochage du soutien public par rapport à l'animation. Pour autant, effectivement, là où je vous rejoins l'un et l'autre, c'est que ça ne compense pas un moindre investissement des opérateurs privés et notamment à quelques rares exceptions des diffuseurs. Ça, c'est le premier point. Alors, pour reprendre un peu, je ne sais pas si ce sera dans l'ordre ou dans le désordre, Emmanuel Alain, et puis ça a également été évoqué lors de la table ronde précédente sur le développement, donc il y a beaucoup été question des aides à l'amont. Alors, 2 réactions très, très rapides. Sur le soutien au scénario, effectivement, je pense qu'il y a un sujet de réflexion commune à porter sur ce volet-là de l'intervention du CNC, au regard, en réalité, du faible nombre de projets aidés, mais aussi, pour des raisons qui ont été notamment évoquées ce matin, du faible nombre de projets déposés. Donc il y a sans aucun doute une réflexion commune pour essayer de creuser ce diagnostic d'inadéquation entre le soutien au scénario tel qu'il existe aujourd'hui et cette phase-là très en amont de l'écriture des longs métrages d'animation.
Sur l'aide au développement, sur le fond, je rejoins évidemment totalement vos remarques et vos revendications de bon sens. Il y a évidemment la problématique de, j'allais dire, l'équilibre entre les possibilités budgétaires qui seront les nôtres et le taux de sélectivité du dispositif pour savoir s'il faut aider mieux moins de projets ou l'inverse. Aider mieux tous les projets, je crains malheureusement que ça ne soit pas une perspective totalement certaine. Sur l'aide aux techniques d'animation, donc effectivement dont je n'ai pas la responsabilité, alors moi j'ai une réaction, c'est que déjà souligner que même si à tes yeux Marc on est loin du compte, c'est un dispositif dont le budget a quand même augmenté de 15% cette année, enfin entre l'année dernière et cette année, pour le porter effectivement à 4,5 millions d'euros. En fait, il faut bien se rendre compte qu'une hausse de 15% pour un dispositif d'aide sélective au CNC, c'est une hausse certes relative, mais extrêmement forte, qui du coup interroge, parce que là on parle quasiment de doubler selon vos souhaits. Oui, on a demandé quasiment de doubler. Voilà, de doubler le dispositif. J'ai envie de dire, c'est pour un dispositif d'aide sélective du CNC et dans l'équilibre budgétaire global du centre, c'est une question extrêmement lourde et qui interroge en réalité la totalité des dispositifs. Et quand je dis la totalité des dispositifs, c'est aussi les soutiens automatiques, c'est aussi le crédit d'impôt, etc. Pour le dire autrement, je ne pense pas qu'on puisse trouver une solution en simplement prenant un dispositif spécifique sélectif et en se disant bon voilà, on va doubler son budget et on résout une grande partie de l'équation. Sinon, Emmanuel Alain, tu as également évoqué la problématique d'intensité d'aide publique, à la fois d'une manière générale, si j'ai bien suivi ton propos, et pour ce qui relève de ce que la réglementation appelle les films fragiles, donc ceux qui ont droit à un taux d'intensité d'aide publique supérieur, c'est-à-dire effectivement dans l'état actuel de la réglementation, les premiers et deuxièmes films, ainsi que les films au budget inférieur à 1,25 million d'euros. Alors, il y a évidemment une logique totalement incontestable au regard des chiffres sur les budgets moyens des longs métrages d'animation que de considérer qu'un film d'animation fragile est un film avec un budget inférieur à un montant supérieur à 1,25 million d'euros. Alors si on fait le prorata, c'est pas 6 millions mais plutôt 3, mais en tout cas il y a une logique, j'allais dire, incontestable. Alors, en revanche, et c'est là où la discussion est complexe et c'est la raison pour laquelle à ce stade elle n'a pas abouti, c'est que soulever cette question, ça, très concrètement, ça signifie parce que ces plafonds, ils ont été notifiés à la Commission européenne dans le cadre de l'autorisation générale du dispositif d'aide du CNC. Donc ça veut dire, in fine, si on aboutit à une volonté partagée de modifier ces paramètres, ça signifie, in fine, de réinterroger la Commission européenne et de demander une nouvelle autorisation de nos dispositifs d'aide. Donc c'est évidemment une question lourde, avec une portée qui peut être extrêmement forte et dont qu'il faut bien mesurer. Alors on n'a pas peur d'aller voir la Commission européenne. On l'a fait très récemment sur un petit décret et on est tout à fait prêt à préparer une nouvelle notification avec vous sur les dispositifs du CNC. Non, c'est pardon. Je suis peut-être peureux, mais je suis moins confiant que toi. Alors oui, c'est vrai que je suis peut-être un peu trop confiante sur ce sujet. Mais en l'occurrence, merci Lionel. Est-ce qu'on peut se dire malgré tout qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine pour discuter des dispositifs liés à l'animation ? Mais pourquoi attendre l'année prochaine ? Tu as raison. Le mois prochain. Par exemple. Merci beaucoup. Céline ? Très rapidement, il nous reste très peu de temps, donc voilà, en 2-3 minutes, peut-être Vladimir, le métier de distributeur est un métier extrêmement risqué.
comment tu vois peut-être des évolutions réglementaires ou autres qui permettraient de réduire le risque et de faire en sorte que voilà, l'intervention soit plus aisée dans le long métrage d'animation pour les distributeurs. Réduire le risque, ça me paraît... Là, je ne sais pas. Non, peut-être... La question est de la fin, ça peut aussi toujours les questions. voilà, des solutions pour faire en sorte que les choses fonctionnent mieux. Okay. Non, mais les choses fonctionnent déjà pas mal. Je me faisais une petite liste des superbes films d'animation français assez diversifiés sortis. Donc, effectivement, la plus précieuse des marchandises, Flo, Mars Express, Joseph, Astérix qui arrive l'année prochaine, Les As de la Jungle, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de superbes films et de succès. L'animation aussi, de manière générale, dépassant le cadre des films français, on voit l'essor de Demon Slayer ou de l'animé japonais, c'est fulgurant. C'est vrai que nous, distributeurs, on a souvent des questions sur comment faire venir les jeunes, régénérer public, etc. Il y a des clés avec des films comme ça, des One Piece et autres, hein, c'est que quelques exemples. On voit aussi les films chinois comme Neja 2 qui ont fait des scores hallucinants. Donc en fait, il y a beaucoup de champs optimistes. Voilà, donc c'est effectivement des films comme Flo. Personne ne voit ça arriver. C'est pas des questions de budget de prod, etc., mais de tentatives aussi artistiques, d'auteurs. Enfin, donc il y a des bonnes perspectives. Après, réduire le risque, il y a toujours un risque. C'est chaque distributeur, comme chaque producteur, croit sa bonne étoile et mise effectivement parfois sur des films plus ou moins audacieux. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on est obligé de se remettre en question de manière perpétuelle. Nous, on a souvent ces discussions-là avec l'exploitation. Le cinéma est beaucoup moins événementiel que par le passé. L'époque a changé et est en perpétuel changement. L'IA, c'est très récent et ça va encore faire changer des choses. Dans la consommation aussi. Donc je pense que c'est se remettre en question et que ce soit aussi bien les indépendants que les groupes dans leur tentative d'investissement. Donc j'ai pas de recette pour réduire les risques, mais je dirais d'être à l'écoute de manière générale du public, des goûts, etc. Et parfois prendre des risques qui peuvent être très, très payants. Voilà. Merci beaucoup, Vladimir. Qu'est-ce qu'on n'a pas le temps? Et on se regarde toutes les deux, on se lance des regards pour se dire on va être en retard, on va devoir s'arrêter, mais on va donner le mot de la fin à Cécile, parce que tu as eu des applaudissements quand même tout à l'heure, donc tu mérites le mot de la fin. En fait, on avait un jeu, mais on le fera pas. C'était en 2 mots l'avenir du cinéma d'animation, s'il vous plaît. Mais voilà, je pense que c'est pour toi, en fait. Non, mais en fait, la particularité du cinéma d'animation, c'est que le nombre d'entrées en salle, un succès salle en animation ne se transforme pas automatiquement en succès télévisuel. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que pour continuer, nous, on a la chance d'avoir sanctuarisé ce magnifique canal qui est France 4, dans lequel on a rangé la chambre en termes d'exposition, c'est-à-dire qu'on a un rendez-vous d'animation tous les samedis à 19h, c'est notre prime time d'animation. Et ça peut continuer à exister, évidemment, uniquement par une volonté politique. Voilà, je pense que c'est ça. Donc de la fin. C'est vraiment grâce à vous, grâce au soutien de la filière qu'on pourra faire ça ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous.